Je suis rentré pour Noël, affamé de joie. La maison était vide. J'ai appelé aucune réponse. En partant en voiture, j'ai vu ma famille célébrer avec ma sœur et son fiancé. Mon sang s'est glacé. J'ai continué de rouler. Et ce que j'ai fait ensuite les a tous détruits. Je m'appelle Jessica Whitmore. J'ai 35 ans et je travaille dans la cybersécurité à New York, ce qui signifie que je passe la plupart de mes journées à traquer des problèmes que les autres ne peuvent pas voir. Mais toute la formation du monde ne m'a pas préparé aux sentiments que j'ai eus. Assise là, ma buée embuant le pare-brise et mon cœur battant de cette manière lente et lourde que seule la déception peut causer. Je me demande ce que vous faites en écoutant mon histoire. S'il vous plaît, commentez ci-dessous pour me le faire savoir. Pour moi, j'éteignais simplement la radio pour entendre le bourdonnement du moteur et je regardais mes phares découper la neige qui s'accumulait sur les marches de l'entrée. Des marches sans empreinte de pas, sans pelletage, sans aucun signe que quelqu'un m'attendait. J'ai attrapé mes gants, je suis sorti de la voiture, et le froid m'a instantanément enveloppé. Mes bottes crissaient alors que je traversais la rue. L'air vif contre mes joues. De près, la maison semblait encore plus vide. J'ai sonné et attendu. Rien. J'ai sonné à nouveau, toujours rien. Et c'est là que tout ce qui a suivi a vraiment commencé. Le chauffage était à fond, mais l'air semblait toujours froid contre mon visage. Je pouvais voir mon propre reflet dans la vitre latérale, pâle sous la lumière du tableau de bord, les cheveux tirés en arrière dans une queue de cheval faite à la hâte, les yeux écarquillés de cette manière stupéfaite qui survient quand on sait que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne peut pas encore mettre de mots dessus. Sur le siège passager, la tarte aux pacanes que j'avais apportée pour mon père dégageait une dernière faible vague de chaleur et de sucre. Comme une blague que la nuit me jouait. Sur la banquette arrière, la pile de cadeaux a bougé alors que la voiture tournait au ralenti. Papier bleu pour ma mère, vert foncé pour mon père, doré pour ma sœur, Léna. J'avais imaginé le moment où j'entrerais en portant tout ça. Un peu maladroite, mais pleine d'espoir. Je n'avais pas imaginé ça. J'ai attendu quelques secondes, me disant qu'ils étaient probablement dans la cuisine ou à l'arrière de la maison où ils ne pouvaient pas voir mes phares. Peut-être étaient-ils tous allés au sous-sol pour sortir des chaises supplémentaires pour le dîner. Peut-être que le courant avait sauté une minute. Mon esprit cherchait n'importe quelle explication qui n'impliquait pas le mot oublié. J'ai éteint la radio pour qu'il n'y ait aucun autre son dans la voiture que le faible grondement du moteur et le bruit sourd des flocons de neige frappant le capot. Puis j'ai pris mon téléphone dans le porte-gobelet et j'ai regardé l'écran. Pas de nouveaux messages, pas d'appels manqués. La dernière chose dans la conversation avec ma mère datait de quelques heures plus tôt ce matin-là. Un court message disant qu'elle était contente que je vienne et de faire attention sur la route. J'ai fixé l'écran une seconde comme si d'autres mots pourraient apparaître si je regardais assez fort. J'ai tapé son nom et l'ai appelé. La ligne a sonné dans mon oreille 1, 2, 3, 4 fois. Puis elle est passée à la messagerie vocale avec sa voix enregistrée, enjouée et pressée, me disant de laisser un message. J'ai raccroché avant le bip. J'ai essayé mon père ensuite, même chose. Directement vers cet espace creux qui ne le contenait pas du tout. Puis j'ai essayé Léna. Son téléphone a sonné et sonné jusqu'à ce qu'il se déconnecte de lui-même. J'ai fixé la liste de contacts sur mon écran. Leurs noms alignés comme des portes qui ne s'ouvriraient pas, d'accord, dis-je à voix haute dans la voiture, bien que ma voix ait semblé étrange et petite dans l'espace confiné, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils sont sortis pour quelque chose. Peut-être qu'ils sont sur le chemin du retour. J'ai coupé le moteur, et le silence immédiat s'est imposé. Sans le grondement, je pouvais entendre le délicat crépitement de la neige plus clairement, et le faible bruit de rire provenant d'une maison quelques portes plus loin. J'ai ouvert la portière du conducteur, et une vague d'air froid m'a giflé, du genre qui trouve n'importe quelle ouverture dans vos vêtements et s'y glisse. Je suis sorti prudemment, mes bottes crissant sur la neige tassée. Le lampadaire au-dessus jetait une lueur orange pâle sur tout. La neige s'accrochait aux branches de l'arbre maigre dans le jardin de mes parents. Le même arbre sous lequel je m'asseyais l'été avec un livre, essayant d'ignorer le bruit de mon père au téléphone discutant de contrats et de délais. Maintenant, cet arbre semblait appartenir à une carte postale gelée. J'ai resserré mon manteau autour de moi et j'ai traversé la rue, mon souffle sortant en petits nuages. De près, l'obscurité de la maison semblait encore plus absolue. Aucune lumière ne fuyait sur les bords des stores, aucune lueur de la télévision dans le salon. Les marches de l'entrée étaient couvertes d'une couche uniforme de neige, sans empreinte de pas.
La couronne sur la porte était la même que ma mère utilisait depuis des années, un peu délavée maintenant, un ruban rouge s'affaissant légèrement sous le poids du temps. J'ai hésité au bas des marches. Une partie de moi voulait retourner à la voiture, remettre le moteur en marche et me dire que c'était un malentendu stupide qui aurait un sens plus tard. Mais j'étais venu jusqu'ici. J'ai ajusté l'écharpe à mon cou, j'ai monté les marches et j'ai appuyé sur la sonnette. Rien. Aucun mouvement à l'intérieur, aucun craquement, aucune casserole qui tombe, aucun son familier de ma mère criant qu'elle arrivait. J'ai attendu, écoutant attentivement, le froid commençant à s'infiltrer à travers les semelles de mes bottes. J'ai sonné à nouveau, toujours rien. Je savais où il gardait la clé de secours, ou du moins où il la gardait avant. Au début de ma vie à New York, maman avait insisté pour que j'aie un moyen d'entrer si j'arrivais tard et qu'il dormait. Je me suis surprise à regarder vers la petite grenouille en céramique près des buissons, son sourire ébréché dépassant de sous un bonnet de neige. Pendant un instant, l'idée m'a traversé l'esprit que je pourrais la déterrer, vérifier si la clé était toujours là, entrer dans la maison de mon enfance comme un cambrioleur. L'idée m'a retourné l'estomac. Je l'ai laissé tomber. J'ai reculé de la porte et j'ai levé les yeux vers la fenêtre vide de la façade. Si c'était n'importe quelle autre maison, j'aurais pu penser qu'ils étaient à une fête ou encore à l'église, mais c'était la veille de Noël. Ma mère aimait que tout soit prêt des heures à l'avance. Il aurait dû y avoir des odeurs venant de la cuisine, des lumières dans la salle à manger, le doux chaos des préparatifs de dernière minute. Au lieu de cela, il y avait ce silence épais et ininterrompu. Un souvenir m'a traversé l'esprit. Moi, à 10 ans, sur ces mêmes marches, assise sur la plus haute en pyjama de flanelle, attendant que papa rentre du travail, la neige tombant autour de moi, mes orteils devenant froids, maman venant à la porte et me disant « Ma chérie, tu vas geler dehors. Il sera là quand il pourra. » Je me souviens avoir secoué la tête avec obstination, comme si ma détermination pouvait faire apparaître sa voiture au bout de la rue. Cette fille était toujours quelque part en moi, semblait-il, toujours à attendre, toujours à espérer. Je me suis enlacé et je suis resté là encore quelques secondes, écoutant le faible son de la télévision de quelqu'un plus bas dans la rue, le faible bourdonnement d'une voiture lointaine. Personne n'est venu. Aucune lumière ne s'est allumée. Si quelqu'un avait regardé par sa propre fenêtre à ce moment-là, il aurait vu une femme adulte debout seule devant une maison sombre sous la neige tombante, serrant son manteau comme une armure. Finalement, je me suis retourné et j'ai redescendu les marches, plus lentement cette fois. En arrivant sur le trottoir, j'ai entendu le bruit d'une porte s'ouvrant derrière moi, pas de la maison de mes parents, mais de celle d'à côté. Madame Dawson, qui y vivait depuis mon enfance, est sortie sur son porche vêtue d'un épais cardigan, une tasse à la main. Ses cheveux blancs étaient tirés en arrière dans un chignon lâche, et son souffle s'échappait en nuages dans l'air. « Jessica, c'est toi » a-t-elle appelé doucement. Je n'ai pas tant entendu une question qu'une reconnaissance. Je me suis tourné vers elle et j'ai essayé de composer sur mon visage quelque chose qui ressemblait à un sourire. « Salut, Madame Dawson. »« Oui, c'est moi. Je viens d'arriver. » Elle a plissé les yeux au-delà de moi vers la maison de mes parents, puis est revenue vers moi. « Ils ne sont pas encore rentrés, dit-elle, sa voix portant par-dessus la rue calme. Ils sont partis plus tôt. Ça devait être. Je ne sais pas. En fin d'après-midi. Tous bien habillés. J'ai pensé qu'ils allaient manger dehors cette année. Les mots ont atterri dans ma poitrine un par un. Pas encore rentrés. Partis plus tôt. Tous bien habillés. Manger dehors. Seul. Au milieu d'eux se trouvait l'absence nette de mon nom. Il n'y avait pas de « et ils ont dit que tu venais ». Non. Et ils avaient l'air excités de te voir. J'ai dégluti et hoché la tête, espérant qu'elle ne verrait pas le mouvement de ma gorge. Oui, peut-être. Je suppose que je suis arrivé en retard, ai-je réussi à dire. Elle m'a jeté un regard compatissant. Le genre que les femmes âgées réservent aux enfants fatigués et aux animaux perdus. Les routes doivent être terribles par ce temps, dit-elle. Sois prudente en conduisant, ma chérie. Je le serai, lui ai-je dit. Merci. Joyeux Noël. Elle a levé sa tasse dans un petit toast avant de rentrer, fermant sa porte jaune et chaleureuse derrière elle. Je suis resté là un moment, fixant cette porte, la couronne dessus, la lumière qui s'échappait de sous le seuil, puis je me suis retourné vers la maison de mes parents, toujours sombre, immobile et silencieuse. Au moment où je suis remonté dans ma voiture,
mes jambes semblaient engourdies et le bout de mes doigts me faisait mal de cette manière piquante qui ne vient que du froid et de la douleur, superposés. J'ai fermé la portière, démarré le moteur et écouté le chauffage tousser pour reprendre vie. Le pare-brise avait déjà givré de l'intérieur, et j'ai essuyé un cercle avec ma main gantée, regardant la forme de la maison où personne n'avait pensé à laisser une lumière allumée pour moi. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé, tranquillement, fermement. Le genre de changement qui ne s'annonce pas, mais qui change tout ce qui vient après. Je n'ai su que bien plus tard ce qui s'était passé dans la maison de mes parents ce matin de la veille de Noël. Mais une fois que je l'ai appris, les pièces se sont assemblées comme si elles avaient attendu le bon angle pour s'emboîter. La vérité a rendu la maison vide et sombre devant laquelle je m'étais tenu encore plus froide dans mon souvenir. Il s'est avéré que la journée avait commencé chaleureusement pour eux, chaleureuse et insouciante. Ce matin-là, mon père s'est réveillé plus tôt que d'habitude. La retraite ne s'était pas encore installée dans ses os, et il bougeait toujours comme un homme qui s'attendait à ce que le téléphone sonne avec un problème que lui seul pouvait résoudre. Pendant 30 ans, il avait dirigé Ellsworth Construction, poursuivant les délais et grimpant sur les échafaudages par tous les temps. Quelques semaines plus tôt, il avait vendu l'entreprise et vu le travail de toute une vie se transformer en une pile de documents et un solde bancaire qui ne semblait pas encore réel. Il se tenait à la fenêtre de la cuisine avec une tasse de café, fixant le jardin comme s'il essayait de comprendre ce qu'un homme était censé faire de lui-même une fois que le travail qui le définissait était terminé. Ma mère se déplaçait tranquillement derrière lui, vérifiant sa liste, lissant la nappe de fête qu'elle avait lavée la veille. La veille de Noël avait toujours été son jour préféré, celui qu'elle essayait de garder prévisible et sûr. Puis Léna est entrée, apportant l'air froid avec elle, et tout a changé. Je peux l'imaginer même si je n'étais pas là. Elle n'entre jamais dans une pièce. Elle arrive, sa voix claire et vive, ses cheveux parfaitement arrangés même en hiver, son excitation enveloppant étroitement quiconque la regarde. Et bien sûr, elle avait Evan avec elle. Je ne l'avais vu qu'en photo, mais même en photo, il avait une énergie qui remplissait l'espace. Posture confiante, sourire étudié, le genre d'homme qui savait comment charmer une pièce dans laquelle il n'avait pas encore mis les pieds. Ils ont secoué la neige, riant, et sont allés directement dans la cuisine comme s'ils étaient les maîtres du matin. Maman s'est affairée autour d'eux, posant des questions sur le trafic, offrant du café. Papa a plié son journal et a fait un signe de tête ferme à Evan. Le salut silencieux qu'il réservait aux hommes qu'il avait décidé être dignes de son temps. J'imagine à quel point Léna a dû être contente de voir papa approuver l'homme qu'elle avait ramené à la maison. D'après ce que maman m'a dit plus tard, la conversation a rapidement changé. Léna a parlé du dîner, de rendre ce Noël spécial, de la façon dont papa méritait quelque chose de grandiose maintenant qu'il était enfin à la retraite avec de l'argent réel en banque. Elle l'a taquiné gentiment en le traitant de millionnaire, le disant avec fierté comme si cela se reflétait sur elle. Evan a ri et a posé une main sur l'épaule de papa, posant des questions sur la vente de l'entreprise d'un ton qui semblait respectueux, mais aussi curieux. Trop curieux. Papa ne remarquait jamais quand les gens essayaient de le cerner. Il aimait parler de son travail, des hommes qu'il avait embauchés et des bâtiments qu'il avait fait naître. Alors, quand Evan a commencé à poser des questions sur les finances, sur le fait de savoir si papa avait trouvé un endroit fiable pour faire fructifier ce nouveau pécule, papa a répondu comme il le faisait toujours, de manière directe, honnête, trop confiante. Ils se sont assis ensemble dans le bureau pendant un moment. Papa a ouvert ses comptes sur son ordinateur portable, montrant les économies de la vente. Il en était fier. Assez fier pour oublier de se demander pourquoi un homme qu'il connaissait à peine s'y intéressait tant. Evan s'est penché, hochant la tête comme s'il comprenait chaque chiffre. Il a dit les mêmes choses que les escrocs disent toujours, que l'argent de la retraite a besoin de protection, que les familles intelligentes investissent tôt, qu'il connaissait des gens qui aidaient à cela. Maman m'a dit plus tard qu'elle avait pensé que c'était juste une conversation normale. Papa avait toujours attiré les bavards, les hommes qui voulaient des conseils ou qui voulaient en donner. Elle n'avait aucune raison de se méfier à ce moment-là. Pas encore. Mais quelque part entre ces conversations et les remplissages de café, Léna a fait son annonce. Elle ne voulait pas du dîner de la veille de Noël à la maison cette année. Elle voulait célébrer à Harrington, le restaurant cher près de la rivière où les gens à la vie brillante allaient pour les occasions spéciales. Elle a dit que c'était parfait pour marquer la retraite de papa et son nouvel avenir avec Evan. Elle voulait une nuit qui soit aussi belle que sa relation. Ce sont ses mots. Maman a hésité. Je peux l'entendre le faire. Une douce pause, ses mains posées sur le comptoir.
La veille de Noël avait toujours été son jour, sa maison, sa nourriture, son rythme. Le changer signifiait abandonner quelque chose qu'il avait ancré pendant des années. Elle a dit à Léna qu'elle avait déjà acheté le jambon. Elle avait déjà prévu le menu, mais Léna a balayé cela d'un revers de main, dynamisée par l'idée de tables éclairées à la bougie et de musique live. Et puis elle l'a dit, que ce soit juste nous quatre. Un moment pour la nouvelle famille. Une célébration de ce qui nous attend. Eux quatre. Comme si la famille n'avait que 4 coins. Comme si le 5e n'existait pas. Papa a regardé maman. Il ne voulait pas faire de mal. Mais c'était un homme qui aimait les solutions simples. Il voulait que Léna soit heureuse, voulait maintenir la paix et voulait croire que ce nouveau fiancé apporterait plus de stabilité à sa vie que le chaos qu'elle créait habituellement. Si Harrington S faisait sourire tout le monde, alors il était prêt à échanger les traditions habituelles contre quelque chose de plus facile. Maman a dit qu'il devrait m'appeler. Papa a dit qu'il le ferait. Il a sorti son téléphone. C'est ce qu'elle m'a dit. Il a sorti son téléphone avec toute l'intention de me faire savoir qu'il changeait de plan. Et puis Evan lui a posé une autre question sur la vente de l'entreprise. Ou peut-être que Léna a brandi 2 robes et a demandé laquelle était la plus jolie. Ou peut-être que la sonnerie de la machine à laver s'est déclenchée. Ou peut-être que papa a simplement vu quelque chose briller dans les yeux d'Evan qui l'a fait se sentir important à nouveau pendant un moment. Quelle que soit la raison, le message qui m'était destiné s'est transformé en un écran vide dans sa main. Il a remis le téléphone dans sa poche et ne l'a pas repris. Maman a arpenté la maison après ça, rangeant, déplaçant des choses d'une pièce à l'autre. 1 ou 2 fois, elle a jeté un coup d'œil à son téléphone sur le comptoir. Elle m'a dit qu'elle avait failli appeler, mais à chaque fois qu'elle y pensait, quelque chose détournait son attention. Léna a demandé de l'aide pour son maquillage. Evan a dit à papa qu'il devrait partir tôt pour trouver une place de parking. 2 petites interruptions, chacune trop petite pour sembler importante sur le moment. Papa a enfilé une chemise propre. Maman a mis une robe qu'elle gardait. Léna portait du rouge. Evan portait de la confiance. Ils ont verrouillé la maison derrière eux et sont partis en direction d'un restaurant chaleureux rempli de musique et de conversation. Pendant que la neige commençait à s'accumuler sur leur marche d'entrée, ils n'ont jamais imaginé que pendant qu'ils levaient leur premier verre et trinquaient au prochain chapitre de Papa, je tournais dans leur rue, ne voyant que l'obscurité. Ils n'ont jamais imaginé que pendant qu'ils se tenaient sous des lustres et écoutaient un piano jouer des chants de Noël, je me tiendrais dans la neige tombante devant une porte qui ne s'ouvrait pas pour moi. Parfois, une histoire se brise bien avant que la personne qui la porte ne réalise qu'elle s'est fissurée ce jour-là. Ils écrivaient une histoire de célébration sans comprendre qu'ils avaient effacé quelqu'un de la page. Pas avec cruauté, pas avec intention, juste avec facilité. J'étais celle qu'ils supposaient pouvoir plier, s'adapter, absorber, guérir. J'avais passé des années à faire exactement ça. Ils n'ont pas remarqué que cette fois, c'était différent. Pendant qu'ils dînaient, je me suis enregistrée dans un petit motel près de l'autoroute. Trop fatiguée et trop honteuse pour appeler qui que ce soit, j'ai transporté mon sac de nuit dans le froid, mon souffle vif dans l'air, et j'ai posé la tarte sur la petite table ronde près de la fenêtre. Les lumières des voitures qui passaient vacillaient sur les rideaux. Quelque part dans le couloir, quelqu'un a ri. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé mon téléphone. Une nouvelle notification clignotait, la même que j'avais ignorée plus tôt alors que j'étais encore sur la route. Une alerte de sécurité liée à l'un des comptes financiers que je gérais pour mes parents. Une demande de changement de l'email de récupération principale. Datant de 3 jours. À l'époque, j'avais pensé que ce n'était rien. Un bug, un avis retardé. Maintenant, dans cette chambre de motel, quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Pas de la peur. Pas encore. Juste un sentiment de malaise que je ne m'étais pas permis de ressentir avant. Dehors, le vent poussait la neige contre la fenêtre en douces vagues. À l'intérieur, la chambre sentait faiblement la vieille moquette et les serpentins de chauffage. Je me suis allongé sur le lit, sentant le poids de la journée s'étirer sur mon corps. Le froid de la maison vide m'avait suivi dans cette petite pièce chaude. Il s'est installé dans l'espace entre mes côtes, une douleur sourde que je ne pouvais pas secouer. Je me suis dit qu'il n'avait pas voulu m'oublier. Je me suis dit que demain aurait plus de sens. Je me suis dit que j'en faisais plus que ce que c'était. Mais sous ces douces excuses, un autre sentiment se formait. Un bourdonnement, une vibration, un avertissement, du genre qui commence petit à l'arrière de l'esprit et prend racine avant même qu'on s'en aperçoive.
Je ne le savais pas encore, mais cette petite alerte clignotante sur mon téléphone était le premier fil tiré qui allait démêler tous les secrets cachés derrière ce dîner de restaurant lumineux, chaque mensonge, chaque trahison. Et l'homme qui s'était assis en souriant en face de mon père cette nuit-là était déjà en train de se frayer un chemin plus profondément au cœur de ma famille. Je me suis réveillé dans le motel avec ce sentiment de vide qui survient après une nuit passée à essayer de ne pas trop réfléchir. Le chauffage avait bourdonné toute la nuit, mais l'air semblait toujours léger, comme si le froid de la maison vide m'avait suivi dans cette pièce. Pendant quelques secondes, j'ai fixé le plafond et j'ai fait semblant d'être ailleurs, n'importe où ailleurs. Mais alors le souvenir de moi debout devant la porte de mes parents sous la neige est revenu avec une force qui m'a serré l'estomac. C'était le matin de Noël et j'étais seul dans une chambre qui sentait faiblement le produit de nettoyage. La tarte était sur la table près de la fenêtre, la croûte affaissée maintenant, plus chaude. Les cadeaux étaient empilés proprement dans le coin. Je les ai regardés comme on regarderait des vêtements d'une vie qu'on ne reconnaît plus. J'ai enfilé mon manteau. Je ne pouvais pas rester assise là une minute de plus à me demander ce qui s'était passé dans cette maison. L'espoir est une chose étrange. Même quand il n'a aucun sens, il se penche toujours en avant. Une partie de moi pensait que peut-être ils étaient rentrés tard hier soir. Peut-être que les lumières seraient allumées. Peut-être que quelqu'un répondrait à la porte cette fois. Le monde extérieur était lumineux de cette manière hivernale et dure qui rend tout trop honnête. La neige avait cessé, mais le froid restait vif. Le trajet jusqu'au quartier de mes parents a semblé plus court en plein jour. J'ai croisé des enfants avec des luges, un homme déblayant son allée avec une pelle, des voisins se saluant en manteaux épais. La normalité de la scène a rendu la douleur en moi encore plus déplacée. Quand j'ai tourné dans la rue de mes parents, mon souffle s'est coupé sans prévenir. Leur maison était toujours là, au détour, presque la même que la nuit précédente, sauf que maintenant une petite lampe brillait à la fenêtre du salon. Pas chaude, pas accueillante, juste allumée comme un substitut pour une maison où personne n'était à l'intérieur pour la réclamer. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté un moment les mains agrippées au volant. Cette petite lampe ne m'a pas réconforté. Si quoi que ce soit, sa faible lueur a rendu la maison plus abandonnée, comme si quelqu'un était parti à la hâte et avait oublié de l'éteindre, ou pire, comme s'il n'avait pas pensé que c'était important. Mes bottes ont craqué dans la neige alors que je traversais la rue. J'ai hésité au bas des marches, ressentant à nouveau cette tranche aiguë d'humiliation qui s'était glissée en moi la nuit dernière. Mais j'ai quand même grimpé. J'ai sonné et écouté. Rien au début, puis des pas lents, assez lourds pour que je sache tout de suite qu'ils n'appartenaient pas à ma mère. La porte s'est entr'ouverte puis s'est élargie. Ce n'étaient pas mes parents. C'était Madame Dawson, la voisine de longue date de mes parents, enveloppée dans un pull par-dessus sa chemise de nuit. Elle tenait une petite boîte en carton dans ses mains. « Eh bien, te voilà, dit-elle doucement, avec une sorte de soulagement qui m'a serré la poitrine. J'ai regardé au-delà d'elle dans la maison. Les lumières du couloir étaient allumées, mais tout ce qui se trouvait au-delà semblait immobile, intact. Pas de sac près de la porte, pas de chaussures sur le paillasson. Le silence semblait plus lourd en plein jour. Je lui ai demandé où étaient mes parents. Ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais. Elle a déplacé la boîte dans ses mains et a baissé les yeux comme si elle choisissait ses mots. « Ils sont passés chez moi tôt ce matin, dit-elle. Ils ont déposé quelques trucs pour que rien ne gèle si le courant saute. On aurait dit qu'ils repartaient quand ils sont partis. » Elle a levé un peu la boîte vers moi. « Ceux-ci étaient sur leur marche hier soir. J'ai pensé que tu avais dû passer. Je ne voulais pas que quelque chose soit abîmé. » J'ai pris la boîte de ses mains. C'était l'un des cadeaux que je leur avais apportés. Mes doigts ont serré le carton et j'ai senti quelque chose se pincer en moi. « Merci, dis-je, bien que les mots aient semblé petits. Ont-ils dit où ils allaient ? » Elle a hésité et son visage s'est adouci d'une manière qui m'a dit qu'elle savait que la réponse me ferait du mal. « Ils ont dit quelque chose à propos de l'hôtel près de la rivière, dit-elle. Celui avec le forfait vacances, dîner hier soir et petit déjeuner ce matin. Ils semblaient excités. Je pense qu'ils y sont allés avec Léna et son jeune homme. » Elle a levé les yeux prudemment vers les miens. « Ils ne t'ont pas mentionné, ma chérie. Je suppose qu'ils pensaient que tu viendrais peut-être plus tard aujourd'hui. » Le monde a basculé légèrement, assez pour me couper le souffle. « Ils ne t'ont pas mentionné. » 4 mots qui ont atterri avec plus de poids que je n'étais prête à emporter. J'ai hoché la tête lentement. Je ne me faisais pas confiance pour parler tout de suite. Mon visage semblait raide,
comme si l'air froid avait gelé quelque chose sous la surface. J'ai réussi un sourire poli qui m'a fait plus mal que tout. Merci d'avoir veillé sur la boîte, dis-je. J'ai dû la laisser tomber hier soir. Elle m'a regardé avec cette sorte de connaissance qui m'a donné envie de disparaître dans la neige. Tu vas bien, ma petite, demanda-t-elle tranquillement. J'ai dégluti. Je vais bien, dis-je. J'avais juste besoin de récupérer ça. Je vais bientôt partir. Elle a hoché la tête, bien qu'elle n'ait pas semblé convaincue. Si tu as besoin de quoi que ce soit, passe me voir, dit-elle, et elle a traversé prudemment la neige pour retourner chez elle. Je suis resté seul sur le porche, tenant la petite boîte, fixant la maison où j'avais grandi. À travers les rideaux fins, je pouvais voir la silhouette du sapin de Noël. Il était éteint. Quelques cadeaux en dessous, aucun des miens. Il l'avait laissé comme ça en partant. Sombre, nu, indifférent. J'ai reculé lentement et j'ai descendu les marches. L'air froid a éraflé ma peau d'une manière qui ressemblait trop à la piqûre de quelque chose que je ne voulais pas nommer. Je suis monté dans ma voiture et j'ai fermé la portière. Et pendant un moment, j'ai laissé ma tête retomber contre le siège pendant que le silence m'enveloppait comme une lourde couverture. Ils avaient choisi. C'était la partie que je ne pouvais plus repousser. Ils avaient choisi de passer la veille et le matin de Noël sans moi. Ils avaient choisi de ne pas m'envoyer de SMS, de ne pas prendre de mes nouvelles, de ne pas attendre. Ils avaient choisi une soirée avec Lena et son fiancé, un homme qu'ils connaissaient à peine, plutôt qu'une fille qui avait traversé une tempête pour être avec eux. J'ai essayé. J'avais passé des années à leur accorder le bénéfice de chaque doute. Des années à me dire qu'ils ne voulaient pas oublier. Qu'ils aimaient de la manière qu'ils connaissaient. Que j'étais assez forte pour laisser passer les petites blessures. Mais ce n'était pas petit. Ce n'était pas un oubli. C'était un choix déguisé en accident. Mon téléphone était dans le porte-gobelet. J'ai regardé le nom de mon père. J'ai imaginé l'appeler et entendre quelque chose de désinvolte, de méprisant, quelque chose qui me ferait sentir que j'avais réagi de manière excessive. Ce poids familier de la culpabilité me retomberait dessus. Il l'avait toujours fait. J'en avais assez de le porter. J'ai quand même pris le téléphone, mais je n'ai pas tapé son nom. Au lieu de cela, l'écran s'est allumé avec une notification que j'avais presque oubliée. L'alerte de sécurité, celle de la nuit dernière, celle que j'avais évité d'ouvrir pendant que j'essayais encore de prétendre que Noël pouvait être sauvé. Maintenant, l'alerte semblait me pulser. La petite icône clignotait, attendant. J'ai tapé pour l'ouvrir. Les informations se sont chargées lentement, chaque ligne de texte attirant mes yeux plus profondément dans un endroit où je ne m'attendais pas à aller. Le compte qui détenait l'argent de la vente d'Ellsworth Construction. Il y avait eu une demande il y a 3 jours, une demande de changement de l'email de récupération et du contact principal. La demande avait été approuvée et complétée. Pas par moi, pas par quiconque figurant sur le compte. Le nouvel email était quelque chose que je ne reconnaissais pas. Un nom qui a fait bondir mon pouls dans ma gorge. Un domaine que j'avais déjà vu. Pas aléatoire. Pas sûr. Quelqu'un s'était glissé dans leur vie financière sans qu'ils le sachent. Quelqu'un s'était déplacé tranquillement. Quelqu'un qui savait exactement où était l'argent et comment l'atteindre. J'ai fixé l'écran et le froid à l'intérieur de la voiture m'a semblé différent maintenant. Plus vif, plus concentré. Plus seulement de la solitude ou de la déception. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui m'avertissait. J'ai regardé une dernière fois la maison de mes parents. La lampe brillait toujours faiblement à la fenêtre. Les rideaux ne bougeaient pas. Le silence semblait plus lourd qu'il n'en avait le droit un matin de Noël. Quoi que j'ai pensé avoir perdu hier soir sur ce porche sombre, c'était tout autre chose. Il ne s'agissait plus d'être oublié. Il s'agissait de quelque chose de bien plus dangereux qui s'insinuait au centre de ma famille. Et j'avais le sentiment de savoir déjà exactement qui lui avait ouvert la porte. Je suis resté dans la voiture avec cette alerte de sécurité ouverte sur mon téléphone jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal à force de le serrer. La nouvelle adresse email me fixait. Elle n'appartenait pas à mon père. Elle n'appartenait pas à ma mère. C'était un nom que je ne reconnaissais pas, attaché à un domaine que j'avais vu une fois dans un rapport de risque au travail. Assise devant la maison sombre de mes parents, j'ai ressenti 2 sortes de froid à la fois. La piqûre aiguë d'être laissée de côté et le frisson plus profond de réaliser que quelqu'un pourrait être à l'intérieur de leur vie financière qui n'y avait pas sa place.
Avant que je puisse suivre ce fil, un autre souvenir s'est imposé. Un souvenir que j'avais essayé de ne pas regarder de trop près. Je ne vous en avais pas encore parlé. Ce qui s'est passé entre le moment où j'ai quitté cette rue la nuit dernière et celui où je me suis retrouvé dans cette chambre de motel avec la tarte sur la petite table? Je n'ai pas conduit directement au motel après avoir quitté le Porsche de mes parents. Au début, j'ai juste conduit. La neige tombait encore alors, épaisse et implacable, tourbillonnant dans le faisceau de mes phares. Mes mains étaient serrées sur le volant, mes épaules bloquées par les heures de route. J'ai tourné à droite sans réfléchir au bout du pâté de maison. Puis à gauche, puis à droite à nouveau. J'ai laissé les rues décider. Je me souviens plus de la douleur dans ma poitrine que de l'itinéraire. La façon dont j'avais l'impression que quelque chose à l'intérieur de moi essayait de pousser contre mes côtes. Ce n'était pas seulement qu'il n'était pas à la maison. C'était le silence, l'absence de tout message. La façon dont cette maison sombre avait semblé moins un accident qu'une réponse. Je me suis dit que j'étais dramatique, qu'il y avait probablement une explication simple, que j'en rirais plus tard. Mais mon pied est resté lourd sur l'accélérateur, et j'ai continué à conduire à travers les quartiers calmes jusqu'à ce que les rues s'ouvrent et que les bâtiments deviennent plus hauts et les lumières plus vives. C'est comme ça que je me suis retrouvé en ville. Le vieux Wilmington habillé pour Noël. Des couronnes sur les lampadaires, des guirlandes lumineuses le long des bâtiments. Quelques restaurants encore ouverts malgré le temps. La neige était moins épaisse là-bas. Les trottoirs étaient pour la plupart dégagés. Les rues glissantes mais praticables. Je m'arrêtais à une intersection quand je l'ai vu. Harrington est au bord de la rivière. De hautes fenêtres brillant d'une douce lumière jaune. Des nappes blanches à peine visibles à travers la vitre. Un piano près du bar où un homme en veste sombre jouait une version lente d'un chant de Noël. De la chaleur s'échappait dans toutes les directions. Je n'avais pas l'intention de regarder. Mes yeux se sont juste posés sur les fenêtres parce que c'est ce que vous faites quand vous avez froid et que vous êtes seul et qu'il y a de la lumière devant vous. J'ai laissé la voiture tourner au ralenti. Les essuie-glaces ont balayé une dernière couche de neige et pendant quelques secondes, ma vue était parfaitement claire. C'est là que je les ai vus. Ma sœur Lena assise à une table près de la fenêtre dans une robe rouge. Ses cheveux bouclés doucement autour de ses épaules. Elle riait de quelque chose. La tête légèrement penchée en arrière, sa main posée sur le bras de l'homme à côté d'elle. Il portait un costume sombre, son profil net et confiant, sa main couvrant la sienne d'une manière aisée qui disait qu'il était à l'aise d'être regardé. En face d'eux étaient assis mes parents, ma mère dans une robe que je ne lui avais pas vue porter depuis des années. Mon père en chemise, les épaules droites, son visage éclairé par la lumière des bougies. Il avait l'air 10 ans plus jeune à ce moment-là. Fier, détendu. Il levait un verre, disant quelque chose qui a fait sourire Lena plus largement, et l'homme à ses côtés a hoché la tête avec appréciation. Je ne pouvais pas les entendre à travers la vitre, mais je n'avais pas besoin de son. Je connaissais mon père. Je connaissais ce regard sur son visage. C'était le regard qu'il réservait aux grandes histoires. Le premier gros contrat, le jour où il a acheté cette maison, le matin où la vente d'Ellsworth Construction a été finalisée et où le directeur de la banque lui a serré la main. Il racontait à cet homme de l'autre côté de la table sa vie, son travail, l'argent qu'il avait finalement gagné. Ma vieille chaise était vide. La place où je m'asseyais habituellement au restaurant, le siège qu'il désignait lorsque l'hôtesse demandait combien de personnes, était maintenant occupé par cet étranger. Ce n'était pas seulement qu'il mangeait sans moi. C'était que ma place avait été prise comme si elle n'avait jamais existé. J'ai regardé ma mère se pencher vers l'homme, l'écoutant avec la même concentration polie qu'elle réservait à mon père lorsqu'il parlait de chantier. Ses yeux étaient doux, son expression presque reconnaissante. Lena lui a serré le bras et a dit quelque chose, ses yeux brillants. Papa Harry, le son visible dans la façon dont ses épaules bougeaient. Ma buée a embué l'intérieur du pare-brise. Pendant une seconde, j'ai oublié de cligner des yeux. La scène était presque irréelle. Toute ma famille réunie dans une lumière chaude pendant que la neige tombait dehors. Une photo de vacances parfaite. La seule chose qui manquait à cette image, c'était moi. Mon estomac s'est noué d'une manière qui m'a rendu physiquement malade. Mes mains étaient engourdies autour du volant. Je n'aurais pas pu déplacer la voiture si je l'avais voulu. Mon rythme cardiaque ralentissait et s'accélérait en même temps, comme si mon corps ne pouvait pas décider s'il devait se battre ou s'arrêter. J'aurais dû partir. J'aurais dû détourner le regard,
mais je suis resté là encore quelques secondes et j'ai observé de petits détails qui se rejoueraient dans mon esprit plus tard. La façon dont mon père se tournait légèrement vers l'homme quand il parlait, les épaules inclinées, lui accordant toute son attention. La façon dont l'homme hochait la tête avec juste la bonne dose d'intérêt, ni trop empressé, ni trop désinvolte. La façon dont Léna regardait mon père pendant qu'il parlait, la fierté sur son visage, comme si c'était elle qui lui avait procuré ce public. J'ai vu mon père chercher dans sa veste et sortir son téléphone une seconde, vérifiant quelque chose. Pendant un moment douloureux, je me suis permis de croire qu'il allait m'envoyer un SMS. Peut-être venait-il de s'en rendre compte. Peut-être qu'il regarderait la chaise vide et se souviendrait de la fille qui avait traversé la tempête pour ça. Mais il n'a jeté qu'un bref coup d'œil, a hoché la tête à ce qui était sur l'écran et a remis le téléphone dans sa poche. Mon téléphone était froid dans le porte-gobelet. Pas de nouveaux messages. Derrière eux, le pianiste a entamé une autre chanson. Un serveur a déposé une autre bouteille de vin. Dehors, un feu a changé. Une voiture derrière moi a klaxonné faiblement, un rappel que je bloquais la voie. Je suis revenu à moi et j'ai doucement appuyé sur l'accélérateur. En avançant, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la fenêtre. C'est à ce moment-là que l'homme à table a légèrement tourné la tête vers la rue. Pendant une seconde, j'ai vu son visage en entier. Evan. Je l'ai reconnu sur les photos que Léna m'avait envoyées des semaines plus tôt. L'inclinaison confiante de son menton, le sourire qui semblait étudier, les yeux qui ne manquaient rien. Il a regardé à travers la vitre mais ne m'a pas vu. Je l'ai regardé lever son verre pour un toast, sa bouche formant des mots que je ne pouvais pas entendre. Mon père a levé son verre en réponse. Leurs mains et les pieds des verres ont été brièvement capturés par la lumière des bougies. Cela ressemblait à une sorte de pacte. Mon sang s'est glacé d'une manière qui n'avait rien à voir avec le temps. Ce n'était plus seulement de la jalousie ou de la douleur maintenant. C'était quelque chose de plus vif. Je me suis souvenu d'être assise à mon bureau à New York des semaines plus tôt, parcourant un rapport qui mentionnait un groupe d'investissement lié à des transferts douteux. Le nom de ce groupe m'était resté en tête un moment parce qu'il correspondait à l'adresse email de cette alerte sur mon téléphone. Et maintenant, je regardais un homme dont le visage était lié aux deux. Je suis parti en voiture. J'aimerais vous dire que j'ai fait quelque chose de dramatique, que j'ai freiné brusquement et que je suis entré en courant. Que je me suis tenu à leur table et que j'ai demandé à savoir pourquoi, mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé le pied stable et j'ai laissé la voiture m'emporter au-delà du restaurant, au-delà de la fenêtre chaude, au-delà de la vie qu'ils avaient choisi de vivre sans moi cette nuit-là. J'ai regardé la lueur d'Harrington S diminuer dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une lumière parmi tant d'autres. Sur le chemin du motel, la colère a commencé à percer l'engourdissement. Pas une colère chaude et sauvage, quelque chose de plus froid, de plus précis. Chaque kilomètre qui passait mettait une autre fine couche entre moi et la partie de moi-même qui suppliait encore d'être incluse. Au moment où je me suis enregistré, où j'ai porté la tarte et mon sac dans cette petite chambre, et où je me suis allongé tout habillé sur le couvre-lit rigide, cette partie était très silencieuse. Maintenant, assise devant leur maison le lendemain matin avec l'alerte de sécurité ouverte, l'image de cette scène de restaurant brûlait plus vive et plus laide dans mon esprit. J'ai revu mon père se pencher vers Evan. J'ai imaginé le genre de promesse qu'un homme comme ça pouvait faire. Des rendements plus sûrs, des stratégies intelligentes, des moyens de faire fructifier l'argent sans lever le petit doigt. Il n'avait pas seulement choisi Evan plutôt que moi émotionnellement. Je commençais à réaliser qu'il lui avait peut-être confié quelque chose de bien plus dangereux, l'accès. L'adresse email dans l'alerte me pulsait à l'écran. Le nom d'utilisateur était une version abrégée d'un nom familier. Le domaine appartenait à une entreprise que j'avais autrefois signalée lors d'un examen interne, puis on m'avait dit de laisser tomber. Ce n'était pas une coïncidence. Je le savais maintenant. Mon père s'était assis dans ce restaurant, rayonnant de fierté, pendant qu'un homme avec cette adresse email trinquait à son nouvel avenir. J'ai mis la voiture en marche et j'ai quitté le trottoir. La petite lampe dans leur fenêtre a diminué dans mon rétroviseur, comme le restaurant la veille. Deux scènes différentes, même centre, même choix, mêmes hommes assis confortablement là où j'étais autrefois. Je ne savais pas encore exactement comment, mais je le sentais dans mes os. Quoi qu'il se soit passé autour de cette table de dîner chic était maintenant directement lié à cette alerte clignotante sur mon téléphone. Et si je suivais ce fil, j'avais le sentiment que je découvrirais à quel point l'avenir de mes parents avait été tranquillement mis entre les mains d'Evan. Je suis rentré à New York cet après-midi-là avec une sorte de concentration engourdie.
Le genre qui vous maintient entre les lignes mais laisse votre esprit ailleurs. L'autoroute était de la neige sale et un ciel gris. Des camions projetant de la gadoue. Des panneaux pour des villes et des villages que j'ai à peine vus. La radio est restée éteinte. Il n'y avait rien qu'elle aurait pu jouer qui aurait rendu une maison sombre et une place vide à une table de restaurant moins douloureuse. Quand je suis arrivé à mon appartement, le silence m'a semblé plus lourd que d'habitude. J'ai posé la tarpe sur le comptoir de la cuisine et j'ai mis les cadeaux non utilisés sur une chaise. Ils semblaient déplacés, comme des accessoires d'une célébration qui avait été annulée sans préavis. Mon téléphone s'est allumé quand je l'ai posé. La même alerte de sécurité attendait en haut de l'écran, patiente et froide. Je me suis dit que je dormirais d'abord et que je réfléchirais plus tard. Cela a duré environ 10 minutes. Allongé dans la faible lumière de ma chambre, je pouvais voir mes parents à cette table avec Lena et Evan comme si j'étais encore garé devant Harrington S. Papa se penchait, parlant avec ses mains comme il le fait quand il veut que quelqu'un comprenne à quel point quelque chose est important. Evan hochait la tête, écoutant, offrant de petits commentaires. Ma gorge s'est nouée. Si je continuais à rejouer cette scène, j'allais m'y noyer. Alors je me suis levé, j'ai fait du café qui avait un goût amer, j'ai enfilé de vrais vêtements et je suis allé au bureau même si le bâtiment était à moitié vide pour eux. Semaine de vacances. Le gardien en bas m'a fait un signe de tête fatigué. L'ascenseur a bourdonné. Mes pas ont résonné dans le couloir. Assise à mon bureau, j'ai senti quelque chose changer en moi. À la maison, j'étais la fille qui avait été laissée de côté. Ici, j'étais la professionnelle dont le travail était de voir des choses que les autres ne voyaient pas. J'avais besoin de cette version de moi-même plus que je n'en avais jamais eu besoin. Je me suis connecté au portail bancaire que j'utilisais pour surveiller les comptes de mes parents et j'ai ouvert le journal de sécurité détaillé du compte d'épargne principal. Ce compte contenait la majeure partie de ce que mon père a obtenu lorsqu'il a vendu Ellsworth Construction. Assez d'argent pour que les gens fassent attention, assez pour les ruiner s'ils disparaissaient. L'historique d'accès s'est chargé. Ma connexion habituelle depuis New York. Quelques-unes depuis la maison de mes parents quand j'ai tout mis en place. Puis une nouvelle entrée datant de 3 jours avant Noël. Fournisseur d'accès d'Internet différent, emplacement différent, même compte. J'ai récupéré l'adresse IP et je l'ai passée dans l'un de nos outils de traçage interne. La carte qui est apparue n'était pas exacte, mais elle était assez proche. Wilmington, un quartier résidentiel, un groupe de bâtiments que je connaissais trop bien. Le marqueur planait au-dessus du pâté de maison où vivait Lena. Pendant un moment, mes doigts se sont immobilisés sur le clavier. L'image s'est formée d'elle-même sans mon aide. Mon père à sa petite table de cuisine. Evan avec son ordinateur portable ouvert. Lena sur le canapé, fière et détendue. Papa a donné son nom d'utilisateur et son mot de passe parce que ce jeune homme a dit que ce serait plus facile s'il s'occupait des détails. La douleur d'être laissé de côté s'est transformée en quelque chose de plus froid et de plus vif. Ils ne m'avaient pas seulement exclu émotionnellement. Ils avaient délibérément choisi de faire le travail financier le plus vulnérable au monde, un endroit où je n'étais pas présente. Je me suis forcé à continuer. J'ai ouvert les modifications de profil. C'était là, 3 jours avant Noël. L'adresse email principale du compte avait été changée de la boîte de réception sécurisée que je surveillais à une nouvelle. Le nom d'utilisateur de cette adresse était inconnu. Le domaine ne l'était pas. Je l'avais vu dans un rapport de risque des mois plus tôt, attaché à une entreprise signalée comme un intermédiaire potentiel dans des transferts douteux. Hartwell Asset Group. J'ai ouvert la liste des bénéficiaires autorisés sur le compte et j'y ai vu un nouveau nom. Hartwell, ajouté exactement au même moment que le changement de mail. Un petit virement test avait déjà été effectué, quelques milliers, assez pour vérifier les tuyaux. En dessous se trouvait un virement programmé pour la semaine suivante. Celui-ci était beaucoup plus important, assez important pour que ma poitrine se serre. J'ai cherché Hartwell dans notre base de données interne. Il y avait des notes de collègues d'autres bureaux. Structure de propriété complexe, lien avec des entités offshore, plusieurs plaintes à un stade précoce, pas encore d'accusation formelle, une recommandation en lettres grasses. Faire preuve de prudence. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai fermé les yeux une seconde. Mon père ne savait pas lire des phrases comme structure de propriété complexe et entités offshore. Pour lui, l'argent était concret. Camion, paie, contrat, profit. Les gens qui s'en prennent aux retraités le savent. Ils parlent en termes amicaux.
Stabilité, croissance, protection. Ils enrobent un risque profond dans un langage réconfortant. J'ai pensé appeler mes parents à ce moment-là, mais toutes les versions possibles de cette conversation me sont venues à l'esprit et se sont terminées par leur défense d'Evan et leur ressentiment envers moi. Alors, j'ai appelé Lena à la place. Elle a répondu au 3e coup de fil. Sa voix semblait à la fois claire et mince, comme si elle était fatiguée mais qu'elle se forçait. Elle a dit que les vacances avaient été merveilleuses et que papa en avait eu besoin, qu'il méritait un peu de plaisir. Il n'y a eu aucune mention de moi. Non. Comment s'est passé ton trajet, où es-tu resté? Je lui ai dit que j'étais passé à la maison. J'ai gardé un ton calme. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit que maman avait mentionné que je pourrais venir, mais que le temps était mauvais et que tout s'était organisé à la dernière minute. Elle a utilisé des mots comme dernière minute et semaine folle, mais en dessous, j'ai entendu le choix. Je lui ai demandé directement si Evan avait aidé papa avec le compte en banque. Il y a eu une pause. Puis une petite pointe d'agacement s'est glissée dans sa voix. Elle a dit qu'Evan avait seulement aidé à faciliter les choses, qu'il avait mis à jour les informations de contact pour que papa n'ait pas à compter sur moi pour chaque petite chose. Elle l'a dit comme si j'avais exercé un pouvoir sur eux. Je lui ai dit calmement que changer l'email principal sans me le dire n'était pas un petit ajustement. Je lui ai dit que Hartwell Asset Group était maintenant un bénéficiaire autorisé sur le compte. Je lui ai demandé si elle savait ce que Hartwell faisait réellement. Elle a expiré un souffle qui sonnait comme de l'agacement. Elle a dit qu'Evan travaillait dans les investissements et savait ce qu'il faisait. Elle a dit que je réagissais de manière excessive, comme je le faisais toujours quand je n'étais pas en contrôle. Elle a dit que papa lui faisait confiance et que cela devrait suffire. Jalouse, contrôlante, toujours à la recherche de problèmes. C'étaient les ombres autour de ces mots, la vieille histoire qu'elle gardait sur moi. J'ai voulu lui répondre sèchement. Je voulais lui rappeler qui réparait les choses quand elles tombaient en morceaux, qui lisait les petits caractères, qui prenait les appels de fin de soirée. Au lieu de cela, j'ai utilisé la voix que j'utilisais en réunion quand quelqu'un ne voulait pas entendre un risque, mais devait le faire. J'ai dit qu'elle n'avait pas à me croire au sujet d'Evan. Mais les schémas étaient les mêmes que les cas sur lesquels je travaillais. J'ai dit que s'ils voulaient investir par son intermédiaire, c'était leur choix en tant qu'adultes, mais qu'ils devaient comprendre que Hartwell n'était pas une gentille banque de quartier. Je lui ai dit qu'il y avait un virement important programmé pour la semaine suivante. Je lui ai demandé si papa avait la moindre idée de l'endroit où cet argent allait réellement. Il y a eu un silence pendant un instant. Puis elle a dit qu'elle en avait assez que je me comporte comme la seule personne intelligente de la famille. Sa voix a vacillé, à peine, quand elle l'a dit, et ce vacillement m'a fait plus mal que les mots. Je ne me faisais pas confiance pour répondre comme je le voulais. Alors, je lui ai dit la simple vérité. J'ai dit que, peu importe ce qu'elle pensait de moi, je surveillerais le compte. J'ai dit que si je voyais des signes que leur argent était détourné, j'interviendrais, même si cela mettait tout le monde en colère. Elle m'a dit que mon drame n'était pas le bienvenu et que je devais laisser papa profiter de sa retraite. Puis elle a mis fin à l'appel. Je suis resté assise dans le bureau silencieux, le téléphone à la main, et j'ai regardé mon propre reflet sur l'écran noir. Mon propre visage avait l'air plus vieux à ce moment-là, pas à cause de l'âge, mais du poids de réaliser que ma famille était entrée en danger et l'avait appelé bonheur. Je suis retourné à l'ordinateur. D'accord, il pouvait me en vouloir. Il pouvait parler de moi lors de bons dîners et se dire que j'étais jalouse. Rien de tout cela n'empêcherait Hartwell de prendre ce qu'il voulait si personne ne se mettait en travers de son chemin. J'ai ouvert une base de données externe de plaintes de consommateurs et de dépôts légaux. Une fois que j'ai filtré pour Hartwell et pour les entités ayant des administrateurs communs, un schéma est apparu. Un enseignant à la retraite dans un État, un veuf dans un autre, tous racontaient des histoires similaires. Un conseiller charmant, des promesses de croissance sûre, des virements vers des structures qu'il ne comprenait pas entièrement. Puis un silence soudain, des portails verrouillés, des documents confus, des avocats réticents. Chaque cas décrivait une famille laissée dans la honte et la confusion. Des personnes de 60 et 70 ans doutaient de leur propre jugement, convaincues d'avoir été stupides plutôt que ciblées. J'ai pensé à mon père, un homme qui pouvait regarder un terrain vague et voir un bâtiment avant même qu'un plan n'existe. Un homme qui savait lire le sol et le ciel, mais pas les petits caractères enfouis dans les formulaires numériques. Le virement en attente sur son compte était là sur mon écran, attendant. Une ligne de texte discrète qui représentait des années de sueur et de sacrifice. J'ai vérifié la date à nouveau.
Une semaine, juste assez longtemps pour que tout le monde se rassure en se disant que tout allait bien. Je n'étais plus seulement une fille maintenant. J'étais le seul pare-feu entre mes parents et une perte dont ils ne se remettraient jamais, financièrement ou émotionnellement. J'ai imprimé le journal d'activité et les entrées de Hartwell et je les ai glissées dans un dossier. Mes mains étaient stables d'une manière qu'elles n'avaient pas été depuis cette nuit devant la maison sombre. La douleur devrait attendre. Pour l'instant, il y avait du travail à faire. J'ai éteint mon ordinateur, j'ai glissé le dossier sous mon bras et je suis parti. Le bâtiment semblait encore plus vide qu'à mon arrivée. Dehors, les lumières de la ville vacillaient dans la brume de fin d'après-midi. Quelque part là-bas, mes parents se disaient probablement que c'était enfin leur tour de se détendre, qu'ils avaient mérité une pause des soucis. Ils n'avaient aucune idée que le plus grand risque qu'ils aient jamais pris tournait déjà tranquillement en arrière-plan de leur nouvelle vie. Et alors que je le savais avec une certitude qui me donnait la chair de poule, que si je n'agissais pas vite, ce tic-tac silencieux allait se transformer en une explosion que personne d'entre nous ne pourrait fuir. J'ai ramené le dossier à la maison cette nuit-là comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. Je l'ai posé sur la table de ma cuisine, à côté de la tarte froide et des cadeaux intacts, puis je suis resté là un moment, à le regarder. L'appartement était silencieux, la ville bourdonnant faiblement à l'extérieur de mes fenêtres. C'était le genre de tranquillité qui me calmait habituellement. Cette fois, cela ressemblait à une attente. Je me suis assise, j'ai ouvert le dossier et j'ai de nouveau parcouru les pages. Le compte. La note indiquant que Hartwell Asset Group avait été ajoutée comme bénéficiaire. La petite ligne qui disait qu'un virement test avait déjà été compensé. Le virement plus important prévu pour la semaine suivante. Chaque ligne de ces pages traçait la forme d'un choix que mes parents avaient fait. Ils avaient choisi de faire confiance à un homme qu'ils connaissaient à peine plutôt qu'à la fille qui avait passé sa vie à démêler des stratagèmes comme le sien. Ils avaient choisi de s'asseoir à une table de restaurant chaleureuse avec lui pendant que j'étais assise dehors dans ma voiture et que je les regardais. Ils avaient choisi de le laisser entrer dans leur avenir et de m'en exclure. La douleur a de nouveau enflé, épaisse et chaude. Mais en dessous, il y avait quelque chose de plus dur. Un noyau tenace qui m'avait maintenu en vie dans des pièces où les gens rejetaient mes avertissements comme de la paranoïa. Je savais à quoi ressemblait ce schéma. J'en avais vu les conséquences trop de fois pour prétendre que non. J'ai essayé d'imaginer ne rien faire, laisser ce virement se faire, laisser mes parents apprendre à la dure que l'argent se moque de votre fierté. L'idée m'a retourné l'estomac. J'ai posé mes mains à plat sur la table et je me suis forcé à respirer lentement. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. Il y avait deux versions de moi assise sur cette chaise, la fille qu'ils avaient laissée de côté à Noël, et la femme qui savait comment suivre l'argent. Une seule d'entre elles était utile en ce moment. J'ai décidé que je donnerais un avertissement clair à mon père avant de faire quoi que ce soit de plus formel. Pas en tant qu'analyste, en tant que son enfant. J'ai attendu le lendemain matin. La lumière dehors était terne et plate, cette lumière de vacances intermédiaire qui n'appartient pleinement à aucun jour. J'ai fait du café et j'ai tenu la tasse dans mes mains jusqu'à ce que la chaleur pénètre mes doigts engourdis. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé son nom. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Pendant un moment, entendre sa voix m'a ramené à l'adolescence, appelant d'une cabine téléphonique lorsque ma voiture était en panne. Ce vieux réflexe de faire comme si tout allait bien, même quand ce n'était pas le cas, a failli prendre le dessus. Il m'a demandé où j'étais. Je lui ai dit que j'étais retourné à New York. J'ai dit que j'étais passé à la maison. J'ai attendu, espérant qu'il comblerait les pièces manquantes de lui-même. Il ne l'a pas fait. Il a juste dit que les routes avaient été mauvaises et que tout s'était passé un peu à la dernière minute, et qu'il pensait que je comprendrais. Il y avait encore ce mot, comprendre. Le code familial pour se taire afin de ne pas avoir à se sentir coupable. J'ai dégluti et j'ai gardé une voix stable. Je lui ai dit que je devais parler de son compte en banque. Au moment où je l'ai dit, son ton a changé. Il semblait méfiant, comme si j'avais tendu la main vers un outil qu'il ne voulait pas que je tienne. Il a dit que tout allait bien. Il a dit qu'Evan l'avait aidé à s'installer avec un meilleur accès. Il a dit qu'ils en avaient discuté et que je n'avais pas à m'inquiéter. Je lui ai parlé du changement de mail. Je lui ai parlé de l'ajout de Hartwell Asset Group comme bénéficiaire. Je lui ai parlé du virement test et du plus grand prévu pour la semaine suivante. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait la morale. J'ai exposé les faits comme je le ferais dans n'importe quelle réunion de risque. Il a soupiré. Le genre de soupir long et lourd qui dit,
tu es déjà le problème avant même que les mots ne sortent. Il a dit que je fouillais toujours, que je cherchais toujours les ennuis. Il a dit qu'Evan travaillait dans les investissements et comprenait réellement ces choses. Il m'a rappelé qu'Evan avait des contacts, qu'il savait comment faire fructifier l'argent, que c'était ainsi que les gens aisés géraient leurs finances. J'ai senti mes dents se serrer. J'ai dit calmement que les gens aisés étaient exactement le genre de personnes que des entreprises comme Hartwell aimaient cibler. Je lui ai dit que notre système interne les classait comme à surveiller. Je lui ai dit qu'il y avait des plaintes liées à des structures similaires. Je ne lui ai pas tout dit ce que j'avais vu. Je pensais que lui en donner trop d'un coup ne ferait que le conforter dans sa position. Il m'a laissé finir. Puis il a dit quelque chose que j'avais entendu sous différentes formes toute ma vie. Jessica, tu mets toujours tout en désordre. Nous voulons juste profiter des vacances de Noël et du Nouvel An en paix. Pour une fois, laisse la famille être heureuse et arrête de tout transformer en enquête. Les mots ont frappé plus fort que s'il avait crié. Ils ont tout résumé en un seul paquet. Son malaise, mon rôle de celle qui gâche l'ambiance, l'idée que mon inquiétude n'était pas de l'amour, mais de l'ingérence. J'ai fixé le mur du fond de ma cuisine pendant qu'il parlait, la petite plante sur le rebord de la fenêtre, le bord ébréché d'un carreau, des choses qui étaient solides et qui ne changeraient pas de forme. Je lui ai posé une dernière question. Croyait-il vraiment qu'Evan protégerait mieux ses intérêts que moi? Il a dit qu'Evan le respectait. Il a dit qu'Evan écoutait. L'implication était là entre nous, que je ne le faisais pas. Que mes avertissements n'étaient pas du respect, mais de la critique. J'ai senti quelque chose en moi se retirer alors, pas se briser, se retirer, comme une main qu'on retire lentement d'une plaque chaude. Je lui ai dit d'une voix plus calme que je ne le sentais, que je lui avais donné mon meilleur conseil, qu'il pouvait l'ignorer s'il le voulait, mais que si je voyais des preuves que quelqu'un était sur le point de voler son avenir, j'agirais, qu'il le veuille ou non. Il m'a dit de ne pas le menacer. Il a dit qu'il était fatigué. Il a dit qu'il voulait profiter de ce qu'il avait gagné sans que je sois sur son dos pour chaque décision. Il a répété qu'il voulait la paix pour les vacances. Nous avons terminé l'appel avec un mince au revoir qui ne nous ressemblait pas, ou peut-être qui ressemblait exactement à ce que nous étions depuis longtemps sans que je veuille le voir. Après, je suis resté assise là pendant une minute entière, le téléphone toujours à la main, écoutant le faible bourdonnement du bâtiment autour de moi, la télévision d'un voisin, une porte se fermant dans le couloir, le monde normal poursuivant ses activités. Mon père venait de me dire, à sa manière, qu'il préférait tout risquer plutôt que d'admettre qu'il avait peut-être choisi le mauvais homme à qui faire confiance. Je suis retourné au bureau, le dossier sous le bras. Cette fois, je ne me suis pas dit que j'étais juste une fille. Je me suis assise à mon bureau, je me suis connecté et j'ai commencé à tout documenter d'une manière qui aurait un sens pour des gens qui ne se souciaient pas des dynamiques familiales. J'ai rédigé une brève note de risque interne. Je n'ai pas mentionné mes parents par leur nom. J'ai décrit un client qui avait récemment vendu une entreprise de construction privée et déposé une somme importante sur un compte d'épargne. J'ai noté que ce client avait été approché par une entité liée à Hartwell Asset Group, que des virements étaient en cours d'initiation, que des alertes de risque interne existaient déjà autour de Hartwell et de ses affiliés. J'ai marqué la note pour une circulation limitée et je l'ai envoyée au petit cercle de collègues qui s'occupaient des alertes précoces. Je savais que cela n'arrêterait rien immédiatement. Des systèmes comme les nôtres tournent lentement, mais je savais aussi que lorsque les choses tournaient mal, quelqu'un finirait par demander qui l'avait vu venir. Je voulais une trace qui montre que je n'avais pas détourné le regard. Une fois la note envoyée, j'ai mis en place des alertes supplémentaires sur le compte, non seulement pour les virements, mais aussi pour les tentatives d'accès, les modifications de profil, tout ce qui pourrait signaler que la situation s'aggravait plus rapidement que la date prévue. Au moment où j'ai quitté le bureau, le ciel était déjà de nouveau sombre. La ville était enveloppée d'une lumière froide et de décorations restantes. J'ai marché jusqu'à chez moi avec un dossier pressé contre moi, mon écharpe relevée autour de mon cou. Mes pensées allaient dans deux directions à la fois. Une partie de moi rejouait sans cesse la voix de mon père. Nous voulons juste la paix. L'autre partie passait en revue les chiffres et les noms, les vérifiant pour des schémas chaque fois que j'imaginais son visage à cette table de restaurant. Éclairé par le bas par les bougies et par le haut par sa propre fierté. Ma mâchoire s'est serrée. De retour à mon appartement, j'ai scanné les documents sur mon disque crypté personnel. Journaux de compte, notes de risque, tout ce qui pourrait disparaître rapidement si quelqu'un décidait de restreindre mon accès. Je n'étais pas censé conserver des copies personnelles de matériel lié au client. Je le savais.
Je l'ai fait quand même. Certaines règles se plient lorsque le travail d'une vie est en jeu. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Je m'attendais à un autre email de vente inutile ou à une alerte météo. Au lieu de cela, il y avait un seul nouveau SMS d'un numéro inconnu. Pas de nom de contact, pas de contact. Il disait seulement ceci, arrête de chercher. Certaines choses dépassent tes compétences. J'ai lu la phrase 2 fois, 3 fois, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Les mots étaient simples. Le ton ne l'était pas. Ce n'était pas mon père. Ce n'était pas Léna. C'était la voix de quelqu'un qui croyait pouvoir effrayer les gens avec une vague menace. Quelqu'un qui supposait que la promesse d'ennui me ferait reculer de la ligne que je m'approchais. Mon premier instinct a été une brève pointe de peur. C'était une chose de suivre des schémas dans des systèmes où j'étais protégé par des protocoles et des équipes. C'en était une autre de réaliser que cette fois, ce que j'avais touché était assez proche de ma propre vie pour que quelqu'un prenne la peine de me contacter et de m'avertir. J'ai pris une lente inspiration et j'ai regardé autour de ma petite cuisine. Les plantes, les aimants sur le réfrigérateur, la pile de courrier. C'était mon terrain, ma vie, mes choix. J'ai fait quelque chose de très simple. J'ai pris une capture d'écran du SMS et je l'ai enregistré dans le même dossier sécurisé que les autres documents. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bloqué le numéro. Je voulais voir s'ils essaieraient à nouveau. Puis je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la ville. Les lumières du centre-ville clignotaient dans l'air hivernal. Quelque part, une sirène a brièvement hurlé puis s'est éteinte. Quelque part, mes parents se disaient probablement qu'ils avaient fait le bon choix en faisant confiance à Evan. Quelque part, il souriait peut-être à son téléphone, confiant qu'un petit avertissement suffirait à me faire taire. Il ne me connaissait pas du tout. J'ai légèrement appuyé mon front contre la vitre froide et j'ai regardé mon propre reflet me fixer. Quelle que soit la ligne que j'avais franchie, elle était réelle. Quoi qu'il y ait de l'autre côté de cette piste d'argent, c'était assez important pour que les gens soient prêts à me faire pression depuis l'ombre. Cela aurait dû me faire reculer. Au lieu de cela, cela m'a dit que je regardais enfin exactement au bon endroit. Le SMS du numéro inconnu est resté dans mon esprit toute la nuit, comme une écharde. Arrête de chercher. Certaines choses sont au-dessus de tes compétences. Ce n'était pas la voix d'un père inquiet ou d'une sœur paniquée. C'était quelqu'un qui se sentait en droit d'exiger mon silence. Plus j'y pensais, moins j'avais peur et plus je me sentais concentré. Le lendemain matin, la ville était baignée de cette dure lumière hivernale qui rend tout un peu trop net. Je suis retourné au bureau, même si j'aurais pu travailler de chez moi. Quelque chose dans le bâtiment, les systèmes, les portes de sécurité, me donnait l'impression d'avoir un terrain plus solide sous les pieds. Je me suis connecté, j'ai regardé le tableau de bord interne se charger, et je me suis rappelé que les faits restaient des faits, peu importe à quel point les émotions passées qui les entouraient étaient confuses. Mon premier appel a été pour Lisa, une collègue d'une autre partie de l'unité de risque qui me devait une faveur. Je n'ai pas mentionné mes parents. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un regard officieux sur un fournisseur appelé Hartwell Asset Group et toutes les entités liées. J'ai dit que j'avais remarqué des schémas qui se chevauchaient et que j'avais besoin de ses yeux sur l'arbre de la société. Il y a eu une pause sur la ligne. Elle a demandé si c'était à propos de ce client de la vente de construction que j'avais mentionné dans ma note. Je lui ai dit que oui et qu'il y avait plus d'exposition familiale que nos dossiers ne le reflétaient. Sa voix s'est adoucie. Elle a dit qu'elle rassemblerait ce qu'elle pouvait et me rappellerait. Pendant que j'attendais, je suis retourné sur l'activité bancaire. Cette fois, en prêtant plus d'attention aux dates et au langage dans les notes de transaction. Ce premier virement test à Hartwell avait une description fade. Provision de conseil. Le virement en attente pour la semaine suivante avait quelque chose de pire. Réaffectation à des produits structurés, des phrases conçues pour paraître sophistiquées et inoffensives à la fois. Il n'y avait aucun document joint dans le portail. Quels que soient les papiers que mon père avait signés, il l'avait fait hors ligne, probablement avec Evan lui expliquant chaque page. J'ai imaginé papa à la petite table à manger de Léna, des lunettes de lecture glissant sur son nez, un stylo à la main, Léna versant du café, et Evan pointant les lignes de signature. Mon père avait toujours été fier de sa capacité à prendre des décisions sans demander d'aide. Cette fierté avait construit des choses qui duraient. Maintenant, elle était utilisée contre lui. Lisa a rappelé 1 heure plus tard. Sa voix était plus basse que d'habitude, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un à son bout du fil entende plus que nécessaire.
Elle a dit que Hartwell était sur une liste de surveillance dans 3 régions. Rien de public pour l'instant, mais assez de discussions internes pour la rendre nerveuse. Puis elle a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle avait trouvé des références croisées entre les comptes liés de Hartwell et une entité de conseil nouvellement créée dans le Delaware avec un nom qui incluait le mot Ellsworth. Je lui ai demandé de le répéter. Elle a dit l'Ellsworth Advisory Service. Enregistré 3 mois plus tôt, une coquille vide sans personnel, sans site web, sans présence réelle. La paperasse indiquait une adresse familière à Wilmington et montrait le nom complet de mon père en tant que dirigeant. Peter Ellsworth Whitmore. Ma tête a commencé à me faire mal. J'ai demandé qui l'avait créé. Il y a eu une pause. Lisa a dit que l'agent de dépôt officiel était une entreprise qui travaillait fréquemment avec Hartwell et ses partenaires. J'ai alors compris que c'était plus grand que mes parents étant des clients. Sur le papier, mon père faisait partie de la structure elle-même. Lisa a hésité, puis a dit qu'elle allait faire comme si elle n'avait jamais vu ma note et que cette conversation n'avait jamais eu lieu. Elle a dit qu'il y avait déjà des politiques autour de ce groupe d'entités et que je devais être prudente. Avant de raccrocher, elle a ajouté que l'implication personnelle avait tendance à transformer les professionnels en dommages collatéraux lorsque les choses tournaient mal. Sa façon de me dire de surveiller mes arrières sans le dire explicitement. Je suis resté assise là un long moment, fixant l'imprimé du registre des sociétés qu'elle m'avait transmis. Le nom Ellsworth Advisory Service était sur l'écran comme une tache. Papa avait pris sa retraite d'Ellsworth Construction, confiant qu'il fermait un chapitre proprement. Au lieu de cela, avec quelques coups de stylo, Evan l'avait fait entrer dans un réseau fantôme qu'il ne comprenait pas. Si les régulateurs commençaient à tirer sur ce nœud, le nom de mon père y serait mêlé dès le début. Je savais que je ne pouvais rien lui expliquer de tout cela par téléphone. Il tolérait à peine mes avertissements sur un simple changement de mail. Essayer de lui expliquer les entités fantômes et les structures de conseil alors qu'il était assis dans son fauteuil préféré, faisant semblant de ne pas être fatigué, lui donnerait l'impression que je l'accusais de quelque chose. J'avais besoin de plus que des théories. J'avais besoin de voir le monde d'Evan de près. Le jour suivant, j'ai fouillé discrètement dans les archives publiques et les articles de l'industrie. Je n'ai utilisé que des sources ouvertes, en évitant tout ce qui pourrait déclencher des pistes d'audit interne. J'ai confirmé ce que je soupçonnais déjà. Evan n'indiquait pas Hartwell comme son employeur sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, il se présentait comme un consultant indépendant aligné avec un groupe d'investissement plus large. Il y avait des photos de lui à des conférences, serrant la main d'homme qui aimait les montres chères et les sourires fins. Il n'y avait pas de signaux d'alarme évidents pour un œil non averti. C'était le but. Un formulaire d'enregistrement a donné une adresse physique aux opérations affiliées à Hartwell sur la côte est, un complexe de bureaux à Jersey City. Verre, métal, un hall impressionnant, un endroit qui semblait assez respectable pour que les retraités nerveux se sentent mieux lorsqu'ils venaient pour une réunion. Une autre liste indiquait un site administratif plus petit à Wilmington même, un étage dans un bâtiment fade non loin de la rivière. J'ai imprimé les adresses et j'ai encerclé celle de Wilmington. Elle était trop proche de la vie de mes parents pour être ignorée. J'ai conduit le lendemain matin. L'autoroute cette fois était plus claire, la tempête complètement derrière nous. Les kilomètres m'ont donné trop d'espace pour penser. Je n'arrêtais pas de voir la signature de mon père sur ses dépôts. La façon dont son nom écrit en lettres soignées et légèrement tremblantes pouvait être utilisée pour prétendre qu'il avait approuvé des structures bien au-delà de ce qu'il comprenait réellement. Je suis arrivé à Wilmington en fin de matinée et je me suis garé à quelques pâtés de maison de l'adresse que j'avais trouvée. Le bureau associé à Hartwell se trouvait au 3e étage d'un immeuble en briques avec une sandwicherie au rez-de-chaussée et un dentiste au 2e étage. Il y avait un annuaire discret dans le hall avec une liste des locataires. Hartwell Service LLC était imprimé sur une petite bande de plastique. Pas de logo, pas de fioriture. J'ai acheté un café au magasin et j'ai choisi une table près de la fenêtre d'où je pouvais voir l'entrée. Mon cœur battait un peu plus fort que d'habitude. Les filatures sont plus propres en théorie qu'en réalité. En réalité, vos mains tremblent sur la tasse et vous vous inquiétez que tout le monde puisse dire que vous n'êtes pas là pour le ton. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Les gens entraient et sortaient, la plupart se dirigeant vers le dentiste. Un livreur a déposé une boîte et est parti. Mon café a refroidi. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de nouvelles alertes sur le compte de mes parents pour l'instant. Le virement en attente était toujours là dans le système, comme un souffle retenu. Puis je l'ai vu. Evan a remonté le trottoir,
vêtu d'un manteau sombre et portant une mallette en cuir. Même de loin, il se déplaçait avec cette confiance facile qui avait charmé ma sœur et mes parents. Il s'est arrêté une seconde devant l'annuaire de l'immeuble, comme s'il s'assurait qu'il aimait toujours l'apparence de son propre nom, puis il est entré. J'ai ressenti un étrange mélange de rage et de détachement. C'était l'homme qui s'était assis à la place de mon père à la table du restaurant, qui avait souri à la lueur des bougies tout en s'immisçant au centre de l'avenir de ma famille. Il n'avait pas l'air d'un méchant. Il avait l'air d'un homme qui croyait que le monde lui devait une opportunité. J'ai regardé la porte, attendant. 15 minutes sont passées. 20, je finissais le dernier de mon café maintenant tiède quand un autre homme s'est approché du bâtiment. Celui-ci était plus âgé, plus petit, portant un lourd manteau et un bonnet en tricot tiré bas. Il tenait une enveloppe ordinaire à la main. Il est entré. Moins d'une minute plus tard, il est ressorti, et cette fois Evan était avec lui. Ils se sont arrêtés juste devant la porte. L'homme plus âgé a tendu l'enveloppe à Evan et a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Evan a jeté un rapide coup d'œil à la rue, puis a souri et a tapoté l'épaule de l'homme avant de glisser l'enveloppe dans la poche de sa mallette. Ils sont restés là à parler un autre moment. Deux hommes devant un bâtiment ordinaire un jour d'hiver ordinaire. Si vous ne saviez pas ce que vous regardiez, vous auriez pu penser que ce n'était rien. Un échange commercial décontracté, une faveur, une partie normale de leur monde. J'ai lentement levé mon téléphone sous la table et j'ai pris une photo à travers la vitre. Elle n'était pas parfaite. Il y avait un peu de reflet dans le coin à cause des lumières derrière moi, mais elle était assez claire pour voir les visages, la posture, l'enveloppe changeant de main, les enseignes du bâtiment en arrière-plan. Quelques secondes plus tard, Evan et l'homme plus âgé se sont séparés. Evan a vérifié son téléphone en marchant, l'air détendu. L'autre homme a disparu au coin de la rue. Mon pouls battait dans mes oreilles. J'ai enregistré la photo et j'en ai envoyé une copie sur mon disque sécurisé. Puis je suis resté assise là et je me suis permis d'avoir peur pour la première fois. Pas parce que je pensais qu'il m'avait vu. J'ai été prudente. Mais parce que cela confirmait ce que je craignais. Quoi qu'Evan fasse dans la vie de mes parents, ce n'était pas un projet secondaire inoffensif. Il faisait partie d'un réseau actif qui déplaçait les choses discrètement, hors des sentiers battus, d'une manière qui rendait difficile pour les gens honnêtes de comprendre où leur argent était passé. Le poids des choix de mes parents s'est de nouveau abattu sur moi. Ils n'avaient pas simplement fait confiance à la mauvaise personne pour des conseils. Ils avaient permis à cette personne de les entraîner dans une toile où son confort et leur ignorance se rencontraient parfaitement. J'ai jeté ma tasse vide et je suis sorti dans le froid. L'air m'a frappé le visage comme une gifle. J'ai resserré mon manteau et j'ai commencé à retourner vers ma voiture. Le bâtiment derrière moi me pressait contre les omoplates comme un regard. Mon téléphone a vibré alors que j'arrivais au coin de la rue. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était un autre avertissement anonyme. Au lieu de cela, c'était une alerte du système bancaire. Le virement en attente du compte de mes parents venait d'être modifié. La date avait été avancée. L'alerte a frappé mon téléphone alors que je marchais encore vers ma voiture. Le froid me mordant à travers mon manteau. J'ai ouvert l'application bancaire et j'ai regardé l'écran se charger. Le virement en attente de l'épargne de mes parents avait été modifié. La date avait été avancée. Quiconque avait pris le contrôle de leur compte n'attendait plus. Un tremblement m'a parcouru. Pas de la peur exactement, mais quelque chose de plus vif. J'ai appelé le responsable de la fraude à la banque en utilisant la liste de contacts internes de mon entreprise. Il s'appelait Carter. Il a ouvert le compte, a vu le changement de mail, a vu Hartwell listé comme bénéficiaire, et j'ai entendu le changement dans sa voix. Il m'a dit qu'il pouvait mettre un drapeau de risque temporaire sur le virement, mais que seul mon père pouvait le geler complètement. Politique, procédure, des limites qui pourraient tout coûter. Quand j'ai raccroché, j'ai su que je n'avais plus le choix. Je devais retourner à la maison. Leur lumière était allumée quand je suis arrivé dans l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte après que j'ai sonné. Ma mère m'a regardé comme si elle s'attendait à quelque chose de mauvais, mais ne voulait pas l'admettre. Elle s'est écartée. Mon père était assis à la table de la salle à manger avec des papiers étalés devant lui, des lunettes basses sur son nez. J'ai posé le dossier devant lui et je lui ai tout dit rapidement, proprement, sans drame. Hartwell. Le changement de mail. La date du virement avancée. Les sociétés écrans. Les listes de risques. Je lui ai montré l'imprimé pour qu'il voie que ce n'était pas mon imagination.
Il a écouté. Visage impassible. Quand j'ai fini, il a dit qu'Evan avait expliqué tout cela, que la structure était normale. Que c'était ainsi que fonctionnaient les investissements. Maintenant il a dit que mon travail me rendait paranoïaque, qu'il n'avait pas besoin que sa fille aînée lui parle comme s'il était un homme sans défense. Les mots ont frappé plus fort qu'un cri. Je lui ai dit que je ne le traitais pas d'impuissant. Je le traitais de cible. J'ai expliqué comment fonctionne la fraude, comment le charme est souvent la première étape, comment l'argent rapide est un piège. Il a repoussé sa chaise et a insisté sur le fait qu'il savait ce qu'il faisait. Il a dit qu'après avoir vendu son entreprise, après avoir travaillé toute sa vie, il méritait de faire confiance à quelqu'un qui le traitait enfin comme un partenaire. Il n'a pas dit mon nom. Il ne m'a pas regardé quand il a parlé. Ma mère a essayé de s'interposer entre nous, disant que c'était les vacances, que cela pouvait attendre, que tout semblait plus effrayant quand c'était dit sur mon ton. Elle m'a demandé tranquillement si peut-être j'avais mal compris quelque chose. Le torchon dans ses mains tremblait. Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte et Léna est entrée, les joues roses de froid. Elle s'est arrêtée quand elle a vu les papiers, puis a levé les yeux au ciel d'une manière qui m'a dit qu'elle avait déjà pris parti. Elle a dit qu'Evan l'avait prévenu que cela pourrait arriver, que je ferais des histoires parce que je ne lui avais jamais fait confiance. Elle a dit que j'étais jalouse que lui et papa aient un lien. J'ai dû déglutir difficilement avant de répondre. Je lui ai dit que la jalousie n'avait rien à voir avec ça. Les virements, les structures, le réacheminement des emails, c'était des faits, pas des sentiments. J'ai montré le virement programmé. Je l'ai expliqué en termes simples. Une fois que l'argent serait parti, il passerait par des entités superposées, éventuellement à l'étranger. La récupération serait presque impossible. Mon père pourrait même être accusé d'avoir participé. Pendant un bref instant, j'ai vu la peur sur son visage, une petite fissure dans la confiance qu'Evan avait construite en lui. Elle a disparu presque aussi vite qu'elle est apparue. Je lui ai dit qu'il pouvait geler le virement avec un simple appel téléphonique. Qu'il pourrait prendre le temps après pour décider quoi faire. Pas de pression, juste de la sécurité, juste de l'espace pour réfléchir. Il a fixé les papiers. Ma mère l'a regardé, retenant son souffle. Puis il s'est redressé. Il a dit qu'il en avait assez d'être traité comme un vieil homme qui ne pouvait pas prendre de décision. Il a dit que je déformais tout en danger. Il a dit que je devais respecter ses choix. Il a dit que c'était sa vie, son argent et son avenir. Léna a souri, un sourire petit et crispé, comme si le verdict avait été rendu en sa faveur. J'ai rassemblé les papiers lentement. Mes mains étaient stables, même si ma poitrine me faisait mal. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que j'avais fait tout ce que je pouvais. Je lui ai dit que s'il changeait d'avis avant la date du virement, il pouvait m'appeler. Les derniers mots se sont légèrement brisés. Il ne m'a pas raccompagné à la porte. Ma mère m'a suivi dans le couloir. Elle m'a légèrement touché le bras et a murmuré qu'elle savait que je voulais bien faire. Que je l'avais toujours fait, mais qu'il ne pouvait pas supporter d'admettre qu'il avait peut-être tort. Pas après avoir construit une vie de ses mains, pas après avoir voulu une retraite paisible. Elle a dit qu'Evan le faisait se sentir jeune à nouveau, utile à nouveau, fier à nouveau. Je lui ai dit tranquillement que la fierté était l'appât le plus dangereux de tous. Dehors, le froid m'a enveloppé. Je me suis assise dans ma voiture, fixant la maison. La lumière du salon brillait à la fenêtre. Derrière elle, mon père s'accrochait à l'illusion qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui le voyait comme plus qu'un homme sur le déclin. Il ne voyait pas le danger assis à sa table en souriant. J'ai conduit jusqu'à ce que les maisons s'éclaircissent et que l'autoroute s'ouvre devant moi. Je me suis arrêté dans une station-service, je me suis garé sous une lumière bourdonnante, et j'ai laissé mon front reposer contre le volant. Il n'y avait plus de douceur dans ce que je devais faire ensuite. Si je ne pouvais pas l'atteindre en tant que sa fille, je devrais l'atteindre en tant que preuve. Mon téléphone a vibré. Une nouvelle alerte du système interne est apparue. Hartwell Asset Group venait d'être ajouté à une liste d'enquêtes fédérales préliminaires. Pendant un long moment, le froid dans ma poitrine s'est transformé en quelque chose de plus sombre. Il ne s'agissait plus seulement de ma famille. Il s'agissait du genre de tempête qui ne s'arrête pas à une seule maison. Et je savais avec une clarté qui ressemblait à la chute d'une montagne russe qu'Evan n'allait pas laisser ses plans s'effondrer tranquillement. La notification concernant la liste d'enquête fédérale est restée sur mon téléphone alors que je me tenais à côté de la pompe à essence, l'air froid me transperçant à travers mon manteau.
Hartwell Asset Group était maintenant sous examen fédéral. Un frisson m'a parcouru, suivi presque immédiatement par la peur de ce que cela signifiait pour mon père. Sa société écran portait son nom complet. Les enquêteurs ne sauraient pas qu'il avait été manipulé. Ils ne verraient que des signatures. Je suis rentré à New York dans un silence qui semblait lourd, comme si la voiture entière portait le poids avec moi. Une fois dans mon appartement, j'ai laissé tomber mes clés et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un avis interne m'attendait dans ma boîte de réception. Hartwell et les entités liées étaient désormais classées comme l'examen prioritaire. La note était formelle, mais sous le libellé prudent, je pouvais sentir l'urgence transparaître. Un réseau d'escroqueries, des victimes dans plusieurs États, des schémas de plus en plus clairs. Le lendemain matin, j'ai reçu l'email qui a tout changé. Un enquêteur fédéral des crimes financiers a demandé un entretien avec moi. Ils ont fait référence à ma note interne et à d'autres pistes qui pointaient vers ma connaissance de la structure de Hartwell. Mes mains sont devenues froides en le lisant. J'ai dit oui. Il n'y avait pas d'autre choix. Cet après-midi-là, ma mère a appelé. Sa voix tremblait alors qu'elle disait que mon père avait reçu une lettre demandant des éclaircissements sur de récentes relations de conseil et des virements inhabituels. Elle a dit qu'il était devenu très silencieux puis en colère. Elle a dit qu'il me blâmait. Blâmer, pas questionner. La même vieille histoire. Je lui ai dit doucement que la surveillance n'apparaissait pas de nulle part. Plusieurs signaux d'alarme avaient probablement été levés. Elle a demandé si j'avais dit quelque chose à quelqu'un. Je lui ai dit que j'avais fait ce que mon travail exigeait. Elle a murmuré qu'elle ne savait plus comment être neutre. Coincée entre sa fierté et mes avertissements. Je lui ai dit que la neutralité n'était pas un endroit sur où se tenir dans cette situation. Le lendemain, je me suis assise dans une pièce beige avec une enquêtrice fédérale qui s'est présentée avec des yeux fatigués et une voix stable. Elle m'a demandé de commencer par le début et de tout lui expliquer. J'ai gardé un ton calme, m'en tenant aux faits. Le changement de mail. La connexion depuis l'immeuble de ma sœur, la société écran, le virement en attente, la photographie d'Evan devant le bureau de Wilmington. Elle a écouté sans interrompre. Puis elle a poussé un paquet de documents vers moi, des pages expurgées, des registres de sociétés écrans, des noms que je n'avais jamais vus auparavant. Hartwell était au centre comme un noyau empoisonné. Elle m'a dit qu'ils avaient soupçonné un réseau, mais qu'il leur manquait les connexions finales. La société écran de mon père a comblé une partie du schéma. Elle a demandé s'il comprenait ce qu'il avait signé. J'ai dit que je doutais qu'il ait saisi la structure. Elle a hoché la tête comme si elle avait vu ce schéma une centaine de fois. Elle a mentionné des communications électroniques suggérant que quelqu'un prévoyait de rejeter la responsabilité sur un partenaire régional si les choses tournaient mal. Ce partenaire était la coquille avec le nom de mon père. Ils avaient besoin d'un témoignage montrant qu'il n'agissait pas sciemment. Elle me disait doucement que le silence ne le protégerait pas maintenant. J'ai quitté le bâtiment sous une lumière vive et froide, me sentant chancelante. Mon téléphone a vibré avant que j'atteigne l'entrée du métro. Un SMS de Lena. Elle a écrit que des hommes étaient venus à la maison poser des questions sur les relations financières de papa. Elle a dit qu'Evan lui avait dit que ce n'était rien. Que ses concurrents jaloux lançaient des rumeurs. Elle m'a demandé ce que j'avais fait. Je lui ai dit que j'avais répondu honnêtement aux questions. Elle a répondu que je détruisais leur vie. Elle a dit qu'Evan croyait que tout se tasserait si j'arrêtais de l'alimenter. Son désespoir transparaissait à travers l'écran. Sa peur était réelle, mais le danger aussi. Ce soir-là, mon père a appelé. Sa voix était basse et tendue. Il a dit que des hommes en costume étaient venus dans son bureau. Ils ont posé des questions sur Hartwell et Ellsworth Advisory Service. Les voisins ont vu. Il a dit qu'il avait bâti sa vie proprement et qu'il ne méritait pas cette humiliation. Chaque mot a frappé un endroit en moi qui se souvenait encore de lui me soulevant dans la benne du camion pour regarder le béton être coulé. Il a demandé si je comprenais ce que j'avais causé. Je lui ai dit tranquillement que cela serait arrivé, que je parle ou non. Des plaintes avaient été déposées dans d'autres régions. Les enquêteurs tournaient autour depuis des mois. J'ai dit que la seule différence maintenant, c'est que j'essayais de l'empêcher d'être désigné comme partenaire dans un stratagème qu'il ne comprenait pas. Il est resté silencieux. Puis il a dit que la seule chose qu'il voulait, c'était la paix à la retraite. Pas de problème, pas de projecteur, pas de scandale. Il a raccroché avant que je puisse en dire plus. Le lendemain matin, l'enquêtrice a de nouveau appelé.
Elle a dit que des assignations à comparaître avaient été envoyées. Que les choses bougeraient rapidement maintenant. Elle m'a prévenu qu'il pourrait y avoir des demandes de la presse, que mon rôle pourrait devenir public. Elle m'a dit que je devrais prendre mon propre avocat, non pas comme une menace, mais comme une protection. J'en ai engagé un cet après-midi-là, un homme calme aux yeux stables qui a écouté attentivement pendant que je lui exposais tout. Il m'a dit que mon seul travail était de dire la vérité de la même manière à chaque fois. La loi s'occuperait du reste. C'était étrangement réconfortant. 2 jours plus tard, le premier titre est apparu. Il était petit, enfoui sur un site d'information régionale. Enquête fédérale sur des réseaux d'investissement liés à des pratiques de conseil. Pas encore de nom, pas de photo, mais Hartwell était nommé. Je l'ai lu 2 fois. Le nom de mon père n'y était pas. Le mien non plus, mais la direction était claire. Ce soir-là, Lena a de nouveau appelé. Sa voix tremblait. Elle a dit qu'Evan avait été distant toute la journée, au téléphone pour des appels qu'il n'expliquait pas. Elle a dit qu'il lui avait dit de ne pas s'inquiéter, qu'il avait déjà géré des situations comme celle-ci. Puis elle m'a demandé très tranquillement si notre père pouvait être blâmé, s'il pouvait réellement aller en prison. Je lui ai dit que je ne savais pas jusqu'où cela irait, mais que le réseau dans lequel Evan travaillait avait l'habitude d'utiliser des clients plus âgés comme boucliers. Si les choses s'effondraient, papa pourrait passer pour un partenaire consentant. Son souffle s'est coupé. Elle a dit qu'elle avait seulement voulu qu'il se sente à nouveau fier. Elle a commencé à pleurer. Je l'ai laissé faire parce qu'il n'y avait aucun réconfort que je puisse lui donner qui ne serait pas un mensonge. Tard dans la nuit, alors que j'éteignais ma lampe, mon téléphone a vibré avec un autre message de l'enquêtrice. Court, direct. Ils ont assez d'éléments pour passer de l'enquête à l'action complète. Des arrestations vont bientôt commencer. J'ai pensé que vous devriez savoir. Je suis resté allongé dans le noir, écoutant le bourdonnement du trafic au loin. Mon père était assis dans son bureau quelque part, ruminant sa peur et sa colère. Ma mère arpentait les pièces, essayant d'empêcher la maison de se fissurer en deux. Lena s'accrochait à un homme qui n'avait plus d'issue. Et Evan, quelque part dehors dans cette nuit d'hiver, se préparait à apprendre que les murs autour de lui se refermaient plus vite qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les arrestations ont commencé un matin gris de janvier. Je versais du café quand le message de l'enquêteur est arrivé, m'informant qu'ils avaient arrêté plusieurs affiliés de Hartwell. L'un des noms était Evan. J'ai posé la tasse et j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Dehors, New York bougeait comme n'importe quel autre jour d'hiver. Mais quelque part à Wilmington, un homme qui avait souri à la table de ma famille était conduit menotté dans un hall. À midi, les sites d'information avaient les images. Une caméra a filmé Evan alors que des agents le guidaient hors d'un hôtel près de la rivière. Son manteau avait l'air soigné, ses cheveux peignés, mais son visage avait perdu le charme facile qu'il portait comme une seconde peau. Le voir ainsi m'a serré la poitrine. Pas par pitié, mais par la confirmation silencieuse que tout ce que j'avais craint était réel. Lena a appelé quelques minutes plus tard. Sa voix tremblait. Elle avait vu les images et a dit que les voisins les envoyaient déjà. Elle a dit que papa avait éteint la télévision, mais elle savait qu'il l'avait regardée une fois. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle avait cru Evan, qu'elle avait seulement voulu que notre famille ressemble à une de ces cartes de vœux polis que les autres envoient. Je lui ai dit que je savais qu'elle n'avait pas voulu faire de mal. Je ne lui ai pas dit que choisir de ne pas écouter avait été une blessure en soi. Elle le savait déjà. L'enquêteur a appelé ensuite. Son ton était stable, presque brusque. Elle a dit qu'Evan essayait déjà de se positionner comme un acteur mineur. Elle a dit qu'il donnait des noms, désignait des structures, et que la société écran de mon père revenait sans cesse comme un bouc émissaire pratique. Elle m'a dit qu'ils avaient besoin que mon père se présente pour un entretien formel enregistré en tant que témoin. Elle m'a demandé si je serais prête à être présente. J'ai dit oui. Le lendemain matin, j'ai de nouveau conduit jusqu'au Delaware. Le bâtiment fédéral semblait froid d'une manière qui n'avait rien à voir avec la température. Mes parents attendaient dans le hall. Ma mère avait l'air de ne pas avoir dormi. Mon père semblait plus petit dans son manteau, comme si la fierté l'avait enfin lâché. Nous nous sommes assis dans une petite salle de conférence avec une caméra et un microphone sur la table. L'enquêteur a commencé l'entretien. Elle était respectueuse, mais elle n'a pas adouci les questions. Elle a exposé la chronologie de la formation de la société écran, les signatures, les virements.
Elle a demandé si mon père comprenait qu'Ellsworth Advisory Service n'avait pas de personnel, pas d'opération, pas de véritable but autre que le routage de fonds. Mon père a fixé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Il a admis qu'il avait signé là où Evan lui avait indiqué. Il a admis qu'il avait cru les mots efficaces, modernes, rationalisés. Il a dit qu'il avait fait confiance à la personne en face de lui parce que cette personne avait parlé avec confiance et l'avait traité avec respect. L'honnêteté dans sa voix m'a fait plus mal que n'importe quelle colère n'aurait pu le faire. Quand elle a demandé s'il avait l'intention de cacher de l'argent ou de tromper les autorités, il a répondu fermement. Non, il avait voulu protéger sa retraite. C'était la vérité, simple et nue. À un moment donné, il m'a jeté un coup d'œil, cherchant de la stabilité. Je lui ai fait un petit signe de tête. Nous n'étions pas père et fille à ce moment-là. Nous étions deux personnes essayant de contourner le bord de quelque chose qui pourrait l'engloutir. À la fin de l'entretien, l'enquêteur l'a remerciée. Elle n'a pas promis la sécurité, mais elle lui a dit que la vérité comptait toujours. Nous sommes sortis dans le parking froid. Mon père s'est arrêté près de ma voiture et m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue depuis l'enfance. Il a dit qu'il avait regardé les images d'Evan emmenées et qu'il avait réalisé à quel point il avait voulu se sentir à nouveau valorisé. Il a dit qu'il avait accordé sa confiance au mauvais homme. Il a dit que le plus difficile était de savoir qu'il avait cru cet homme plus qu'il ne m'avait cru. Il n'a pas dit pardon, mais c'était là, dans l'espace entre ses mots. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit que le besoin de se sentir respecté n'était pas une faiblesse. Je lui ai dit que les bonnes personnes tombaient souvent le plus durement parce qu'elles supposaient que les autres avaient le même cœur. Il a hoché la tête une fois, puis a posé sa main sur mon épaule pendant une brève seconde avant de se diriger vers la voiture. Les semaines suivantes ont été lentes, comme le sont toujours les affaires juridiques. Evan a accepté un accord de plaidoyer. Il a admis avoir orchestré des structures de conseil trompeuses et a fourni des informations sur d'autres personnes. Mon père n'a pas été inculpé. Les documents et les témoignages ont montré qu'il avait été utilisé, pas associé. Ses finances ont pris un coup, mais le virement important avait été bloqué à temps. La société Écran a été dissoute. Son nom a été retiré de toutes les structures auxquelles il était lié. Le soulagement dans la voix de ma mère quand elle me l'a dit était calme et fragile, comme un oiseau se posant sur un rebord de fenêtre. Le coup, cependant, est resté. La fierté de mon père s'est fissurée. Sa réputation en ville a changé. Les gens chuchotaient. Certains les évitaient. Lena a quitté Evan quelques mois plus tard. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le regarder et se souvenir de qui elle avait défendu. Elle est retournée à la maison pendant un certain temps, aidant ma mère à trier les factures et les vieux documents. Je ne me suis pas précipité dans leur vie. Je leur ai donné de l'espace. Nous parlions plus qu'avant, mais moins que ce que certaines familles pourraient appeler proches. Nous reconstruisions sur les parties qui ne s'étaient pas effondrées. Un après-midi au début du printemps, un colis est arrivé à mon appartement. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de notre ancien chalet. J'avais 10 ans, riant avec une canne à pêche à la main. Mon père se tenait derrière moi avec sa main sur mon épaule. Il y avait une note glissée derrière le cadre. Il a écrit qu'il avait enfin tout vu clairement, qu'il comprenait ce qui aurait pu arriver. Il a écrit qu'il avait transféré le chalet à mon nom, non pas comme paiement, non pas comme des excuses, mais comme reconnaissance que j'avais protégé quelque chose qu'il avait été incapable de protéger lui-même. J'ai conduit seul au chalet cet été-là. L'endroit avait l'air pluvieux mais paisible. J'ai réparé de petites choses, une marche branlante, une charnière cassée. Le travail semblait en cran, comme si la terre elle-même comprenait ce que nous avions tous survécu. Mes parents sont venus une fois. Nous nous sommes assis sur le porche en mangeant des sandwichs, regardant le lac onduler sous le vent. Les conversations sont restées légères. Ma mère a parlé de son jardin. Mon père a mentionné qu'il avait rencontré un conseiller financier agréé. Il a dit qu'il apprenait à poser à nouveau des questions. Il l'a dit tranquillement, presque gêné, mais je pouvais entendre la force revenir en dessous. Quand ils sont partis cet après-midi-là, ma mère m'a serré fort dans ses bras. Mon père a fait une pause, a regardé l'eau, puis a dit qu'il espérait que nous pourrions réessayer. Non pas revenir à ce qui était, mais construire quelque chose de plus petit et de plus honnête. Je lui ai dit oui. De retour à New York, la vie a repris son cours. J'ai continué à faire mon travail. J'ai signalé des schémas. J'ai pris la parole quand quelque chose me semblait anormal.
Chaque fois que je reconnaissais une tactique qu'Evan avait utilisée, je pressais un peu plus fort, et la vengeance silencieuse s'installait. Pas le genre avec des flammes ou des cris, le genre où la vérité survit au mensonge, où les conséquences tombent exactement là où elles doivent. Evan a purgé sa peine. Mon père a repris le contrôle de sa vie. Ma mère a retrouvé son calme. Lena s'est construit quelque chose de plus doux pour elle-même. Quant à moi, j'ai appris que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de tenir bon, même si votre propre cœur est en train de se briser. Si vous avez écouté jusqu'à la fin de mon histoire, je veux vous laisser avec quelque chose. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir quand il est choisi, pas forcé. Et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante. Non pas parce qu'elle détruit les gens, mais parce qu'elle restaure les parties de vous qui ont été tenues pour acquises. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez. J'aimerais beaucoup entendre votre histoire.